quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé un pays organisé politiquement comme royaume, centralisé, avec une gouvernance d'un roi qu'on appelle roi sacré dans le système royauté sacrée d'Afrique centrale, et qui était vraiment le représentant d'Imana, le représentant de Dieu, le Dieu du Rwanda, au Rwanda. Donc c'était un royaume puissant, bien organisé. Même les Allemands disaient que c'est la Prusse. Et ils étaient très étonnés de voir que c'était organisé du roi jusqu'à la petite colline du Rwanda. Vous savez qu'on appelle le Rwanda le pays des 1000 collines. Et politiquement, c'était un pays qui s'est construit à partir des royaumes claniques, mais qui est devenu petit à petit un pays conquérant, un pays qui avait une idéologie visionnaire de ce que le Rwanda attaque, mais n'est jamais attaqué, de ce que le Rwanda est grand. D'ailleurs, le Rwanda, ça veut dire qui s'étend, Rwanda, qui s'étend. Et donc, c'était une monarchie puissante, bien organisée. Eh bien, le Rwanda est un pays agro-pastoral. C'est un pays où, plus tard, on en parlera peut-être plus tard, où on a dit que il y avait d'abord l'agriculture, ensuite l'élevage avec des gens qui sont venus de l'extérieur qui ont amené l'élevage de vaches. Or, en fait, sur le plan archéologique, on a des données archéologiques qui démontrent que dès le départ, à cause du climat, on avait des activités économiques en fait agro-pastorales, où même on trouve des dents de vache au IIe siècle après Jésus-Christ, où effectivement, sur les plateaux central, on avait des vaches qui pouvaient être élevées, et ensuite les agriculteurs. Et donc, on peut dire que les deux mamelles, c'est l'agriculture et l'élevage. Et économiquement, petit à petit, la vache a pris le devant par rapport à l'agriculture, pas en termes de production, mais en termes symboliques. Vers le 19e siècle, quand les Européens sont arrivés, là, les vaches étaient devenues nombreuses et c'était un élevage, je dirais, extensif. Vous aviez des familles qui pouvaient avoir jusqu'à 1000-1500 vaches. Mais fondamentalement, c'est une économie agro-pastorale. Le Rwanda précolonial a été construit petit à petit à partir de royaumes claniques. Les clans, vous avez une famille, ensuite vous avez un lignage, ça c'est les termes anthropologiques, et vous avez un clan, c'est-à-dire que c'est comme si en France on dirait les Dupont, c'est comme au niveau royal on dirait les Bourbons. Et donc c'est des familles qui sont bien organisées, mais qui suivent, dans le cas du Rwanda, c'est patrilinéaire, c'est à partir d'un ancêtre éponyme qui porte un nom donné, et le nom du clan, c'est son nom de l'ancêtre éponyme. Et le Rwanda s'est construit à partir d'un système, disons, universel. Dans le cerveau humain, vous savez, il y a un universel. Nous, en anthropologie, on sait que l'universel, c'est quoi? C'est que tous les royaumes que vous voyez dans le monde entier sont organisés de la même manière. Vous avez un noyau qui se détache et qui devient puissant, un clan. Dans le cas du Rwanda, c'est les Nyiginya. Et par un jeu d'alliance et de domination par la guerre, par exemple, mais d'alliance par les mariages. Vous voyez, si vous avez en tête comment l'Europe s'est faite, des mariages
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France. Vous avez des mariages. La fille de tel roi se marie avec la fille de tel roi. On met ça ensemble. Et au Rwanda, c'était la même chose. Donc, on a une construction à la fois sociale et politique où le Rwanda se crée petit à petit. Disons, on est passé des royaumes claniques au royaume unique Rwanda sur 4 ou 5 siècles, à partir du 15e siècle. Et donc, on a une identité commune qui est « je suis rwandais » et qui deviendra, juste vers le 19e siècle, quand les Européens sont arrivés, un État-nation. Vous avez les linguistes qui expliquent ce que c'est Hutu, ce que c'est Tutsi. Moi, je n'ai pas de satisfaction pour dire à partir de la linguistique bantoue, quand on étudie sur les langues bantoues, vraiment, je n'ai pas de synthèse qui me plaise, qui me suffise, disons, sur le plan scientifique, pour dire ce que signifie le terme Hutu-Tutsi. Par contre, sur le plan à la fois social, politique, économique, les termes Tutsi, je dirais, c'est une sorte de classe sociale. Le Tutsi fait de l'élevage. Malheureusement, pendant l'idéologie anti-Tutsi a toujours voulu dire que tous les Tutsis faisaient de l'élevage. C'est faux. Et il y avait plein de Tutsis qui cultivaient. Il y avait plein de Hutus qui élevaient les vaches. Mais disons que, petit à petit, comme c'est un clan Tutsi qui dirigeait au niveau de la royauté, disons que le Tutsi a pris le pas par rapport au Hutu dans l'organisation socio-économique. Et donc, jusqu'à la colonisation, il y avait un équilibre où le roi veillait à ce que, sur les collines et partout, le chef des terres soit Hutu, le chef des troupeaux, chef de l'herbe, entre guillemets, soit, parce que les vaches broutent de l'herbe, soit Tutsi, et il y avait aussi un chef de l'armée. Et tout ça était assez équilibré. Et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que même à la cour royale, il y avait non seulement des fonctions qu'exerçaient aussi bien les Tutsis que les Hutus, et les Batois d'ailleurs. Hein, et quand il s'agissait de la guerre, tout le monde se retrouvait ensemble. Quand il s'agissait de la solidarité, tout le monde se retrouvait ensemble. Et tout cet ensemble, nous le verrons peut-être plus tard, a été déséquilibré avec la colonisation. Mais jusque-là, disons que les termes Hutu et Tutsi désignent, disons, des classes où, au niveau gouvernance, le Tutsi vient avant le Hutu.